Maintenant, les fumiers. On va parler du compost en détail au prochain cours, mais le fumier, c'est aussi un amendement intéressant. C'est quoi exactement du fumier? Quand vous achetez un sac de fumier de poulet ou de fumier de mouton au centre de jardin, qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Bien, dans un sac de fumier, ce qu'on a dans le fond, c'est un mélange des déjections animales et de leur litière. Donc, vous allez avoir des excréments solides, évidemment, dans un sac de fumier de vache. Ce n'est pas juste de la bouse de vache. C'est des excréments solides, c'est l'urine de l'animal, mais c'est aussi beaucoup de litière. Donc, si la vache elle est élevée sur de la paille, du foin ou du branti, on ne va pas juste ramasser des excréments, on va ramasser les excréments et la litière et on va tout faire composter ensemble. Donc, quand on achète du fumier en sac, oui, il y a des excréments animaux solides et liquides, mais le plus gros de ce que vous avez dans votre sac, c'est de la litière qui a composté avec les excréments d'animaux. Le fumier devrait être bien décomposé ou bien composté. Encore une fois, comme pour le compost, comment on sait que c'est bien composté? Sans odeur forte, sans particules grossières. Donc, ça devrait être friable, ça devrait ressembler à peu près à de la terre noire. Peut-être quand vous allez ouvrir le sac, il va y avoir un petit peu d'odeur, mais normalement, l'odeur devrait se dissiper relativement rapidement. Ça ne devrait pas sentir mauvais. C'est vendu en sac ou en vrac. Généralement, sur des petites surfaces, on achète du fumier en sac, mais si on a des plus grands terrain à entretenir, on pourrait très bien aller le chercher à la campagne. Souvent, il y a des agriculteurs qui font même le donner, fumier à donner, fumier à vendre. On voit ça souvent à la campagne. Donc, on pourrait récupérer du fumier en vrac, en gros volume. À la limite, finir le compostage à la maison, on pourrait le faire composter sur notre terrain, puis ensuite l'utiliser sur des terrains des clients, par exemple. Donc, c'est vendu en sac, c'est vendu en vrac, puis on peut même acheter du fumier déjà composté en vrac à la verge cube, un peu comme on achète du compost. C'est un bon amendement. Pas aussi bon que le compost, mais c'est quand même un très bon amendement, le fumier. Ça apporte beaucoup d'humus au sol. Et le contenu en azote, phosphore, potassium varie selon l'animal et le mélange. Donc, tous les fumiers de vache ne sont pas équivalents, tous les fumiers de mouton ne sont pas équivalents. Mais de façon générale, le fumier de poulet est relativement riche, le fumier de mouton l'est moins, et le fumier de vache l'est encore moins. Donc, ça va dépendre de l'animal, puis ça va dépendre du mélange. Si vous allez chercher du fumier de vache chez deux agriculteurs différents, vous n'aurez pas les mêmes contenus en azote, phosphore, potassium. De façon générale, plus l'animal est gros, plus le fumier est pauvre. Donc, le fumier le plus pauvre, c'est le fumier de vache. Ce n'est pas parce que la vache est plus grosse que le lapin, c'est simplement parce que son système digestif est plus élaboré, plus efficace pour aller chercher les minéraux dans son alimentation. Donc, ce qui sort à l'autre bout est évidemment un petit peu plus pauvre. Alors qu'un poulet ou un lapin, ça a des systèmes digestifs beaucoup moins efficaces, ce qui fait que le poulet ou le lapin va manger beaucoup et ce qui sort à l'autre bout est quand même assez riche en éléments nutritifs parce que le système digestif n'a pas été capable d'aller chercher tous les minéraux qu'il y avait là-dedans. Donc, les fumiers n'ont pas tous la même richesse. Règle générale, plus l'animal est gros, plus le fumier a tendance à être pauvre. Donc, fumier de poulet, fumier de mouton, fumier de vache, c'est les trois fumiers qu'on voit très souvent en jardinerie, en centre de jardin. Donc, fumier de poulet, souvent les chiffres vont être autour de 2, 2, 2 ou à peu près. Ici, c'est du 1.2, 1.2, 1.2. Le fumier de mouton, qui est moyennement riche, ça tourne autour de 1, 1, 1 ou un peu moins. Dans ce cas-ci, du 0.9, 0.4, 0.3. Et le fumier de vache, qui est encore un petit peu plus pauvre, dans ce cas-ci, du 0.3, 0.3, 0.3. Donc ça, c'est les trois types de fumier qu'on peut trouver dans les centres de jardin. Et je répète encore une fois, qu'on prenne un ou l'autre en termes d'amendement, c'est à peu près l'équivalent. C'est tous des bons produits pour structurer le sol. Ça se distingue, les fumiers, surtout au niveau des éléments nutritifs. Donc si vous cultivez des plantes très gourmandes, puis que votre taux de matière organique est déjà élevé, bien, allez-y avec un fumier de poulet. Vous n'en mettrez pas des grosses quantités, puis ça va apporter des minéraux. Alors que si votre sol est pauvre en matière organique, mais qui contient déjà pas pire de minéraux, bien, on pourrait y aller avec un fumier un petit peu plus pauvre comme celui-là, qui va donner beaucoup d'humus et pas tant de minéraux. Donc, dans certains cas, c'est intéressant de travailler avec des fumiers plus riches. Dans certains cas, c'est intéressant de travailler avec des fumiers plus pauvres. Puis dans d'autres cas, on va y aller entre les deux. Puis on va y aller avec un fumier de mouton qui est moyennement riche. C'est pas mal les trois types de fumier qu'on trouve en sac. Les autres types de fumier, on les trouve généralement pas en sac. Là, il y a une exception ici avec le fumier de cheval. Normalement, le fumier de cheval, on le trouve en vrac à la campagne. Mais ça, j'ai pris ça sur un site internet français. J'ai jamais vu de fumier de cheval en sac au Québec. C'est possible que ça existe, mais en Europe, ça existe. Et ça, c'est du fumier de lapin. Donc, ces fumiers-là aussi peuvent être utilisés en culture, en champ ou en potager ou peu importe. Mais généralement, on va les trouver en vrac plutôt que les trouver en sac dans un centre de jardin.
Et il y a le fumier de porc que je n'ai pas mis ici, qui est un fumier liquide qu'on n'utilise pas en horticulture, évidemment parce que c'est liquide. Le fumier de porc comme tel, c'est pas mauvais, c'est pas un mauvais produit. C'est juste qu'il y a tellement d'eau dedans, c'est pas pratique à transporter. Et évidemment, ça sent très mauvais. Donc, c'est utilisé en agriculture sur des grandes surfaces, mais c'est pas utilisé en horticulture. Je répète, en horticulture, on s'en tient généralement aux 3 fumiers suivants: poulet, mouton et vache. Et si on a des lapins ou si on habite à la campagne et qu'il y a des gens pas trop loin qui ont des chevaux, bien, le fumier de cheval, on peut le trouver en vrac, normalement, sans trop de difficulté. Alors ça fait un petit peu le tour pour les fumiers. Maintenant, le dernier point, les purins végétaux. Il y a des gens qui font du biologique, comme je disais tantôt, qui vont essayer d'acheter le moins possible d'engrais. Ils vont travailler surtout avec le compost, mais à l'occasion, pour donner un petit boost à leurs plantes, ils vont utiliser des purins végétaux. On va récupérer des plantes qui sont souvent considérées comme des mauvaises herbes, de l'ortie, de la consoude, du pissenlit, et on peut faire des purins de plantes avec ça qui vont apporter des minéraux pour les plantes qu'on cultive. Donc, les purins végétaux, c'est des infusions, c'est des décoctions ou des macérations. On va en parler un petit peu plus tard dans le cours de végétaux comestibles. C'est quoi la différence entre les 3? Infusion, c'est quand on a fait bouillir de l'eau et qu'on dépose la plante dans l'eau qui a bouilli pour que certains minéraux se dégagent. La décoction, c'est quand on fait bouillir l'eau avec la plante dedans. Et les macérations, c'est quand on fait tremper la plante dans de l'eau froide. Donc, dépendant des plantes, certaines plantes vont être plus utilisées en décoction, en macération ou en infusion. Les 3 méthodes existent. Mais dans tous les cas, quand on parle de végétaux, de purins végétaux, c'est des plantes qu'on fait tremper dans l'eau. Ça apporte des éléments nutritifs, évidemment. Les minéraux vont sortir de la plante, rapidement assimilables pour les plantes, mais surtout, ça va souvent jouer un rôle insectifuge, insecticide ou antifongique. Donc, il y a certaines plantes qui ont des propriétés antifongiques ou insectifuges qui font fuir des insectes, généralement à cause des odeurs, mais ça peut être des produits qui sont même insecticides. Si on parle, entre autres, des feuilles de rhubarbe, par exemple, bien, si on fait tremper des feuilles de rhubarbe ou des feuilles de tomates dans de l'eau, on vient de fabriquer un insecticide naturel. Certains vont être aussi antifongiques. Je pense entre autres à la prêle, qui contient beaucoup de silicium ou de silice. Le silicium ou la silice qui est contenu dans la prêle vont favoriser une meilleure résistance des plantes aux maladies fongiques. Donc, les purins végétaux, c'est très populaire chez certains agriculteurs biologiques, mais monsieur, madame, tout le monde à la maison n'a pas toujours le temps ou ne pense pas toujours travailler avec ces produits-là. C'est des choses qui peuvent être intéressantes, comme je disais tantôt. C'est d'abord un fertilisant, mais avec des effets secondaires des fois qui sont intéressants. Donc, quelques exemples: le purin de prêle, le purin d'ortie et le purin de consoude. Pour les recettes de ces produits-là, vous allez trouver ça dans le cahier de végétaux comestibles. On va détailler un petit peu plus ces produits-là. Ça fait un petit peu le tour pour les engrais naturels. Je répète ce qu'on a vu au début: engrais naturels azotés, phosphatés, potassiques, engrais naturels plus ou moins complets. On a parlé des stimulateurs de croissance, on a parlé des minéralisants pour le sol. Ensuite, on a parlé des engrais verts qui peuvent être intéressants à la place de la culture principale ou après la culture principale. On a parlé des fumiers vendus en sac, principalement poulet, mouton et vache. Et finalement, on vient de parler des purins végétaux qui vont servir à stimuler la croissance en apportant des minéraux aux plantes, mais aussi des fois avec des rôles secondaires intéressants, insecticides, insectifuges ou antifongiques. Ça fait un petit peu le tour de tous les produits qu'on peut utiliser comme engrais naturels. Il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas couverts, que vous allez pouvoir trouver en faisant un petit peu de recherche sur Internet. Mais vous avez déjà une bonne base pour être capable de vous débrouiller dans des situations où vous voulez fertiliser de façon naturelle un potager, une plate-bande ou un projet un petit peu plus d'envergure. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de possibilités quand on travaille avec des engrais naturels, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur.